Merci aux organisateurs pour l'invitation. Donc, comment surveiller un patient revascularisé, a priori, ça n'est pas mon topic, parce que moi, je fais partie de ceux qui revascularisent et qui confient aux autres le suivi. Mais le sujet est intéressant. Je m'excuse pour les redondances qui peuvent exister. Je passerai assez rapidement. Juste pour fixer le débat, étude épidémiologique qui date, mais qui est toujours d'actualité, faite sur des cohortes anglaises et publiée en 2007 dans le New England. Et le sujet dont on parle, quand on regarde la mortalité des coronariens, le sujet dont on parle, c'est-à-dire le suivi et la prévention secondaire après une revascularisation, ça c'est l'impact de l'intervention médicale sur la mortalité des coronariens. Donc notre impact, il est à peu près de 11% en termes de réduction des événements, d'un événement qui est la mortalité. Donc on a un impact, mais vous voyez, ce n'est pas un impact majeur. Pour reprendre ce que disait tout à l'heure Martine, la revascularisation dans l'angine chronique est estimée en termes de réduction de mortalité à 5%. Et le plus important à regarder, mais on l'intègre dans notre sujet d'aujourd'hui, c'est que les traitements ne correspondent qu'à 47% comme impact sur la mortalité, alors que la gestion des facteurs de risque et la réduction des facteurs de risque correspondent quasiment à 45%. C'est dire l'importance qu'aura donc la gestion des facteurs de risque dans le suivi des coronariens. Alors, comment on va les suivre? L'acte fondateur du suivi est probablement quelque chose à laquelle on n'accorde pas trop d'importance. C'est la fameuse lettre de sortie du coronarien revascularisé. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là qu'on va poser l'état du patient, sa gravité, les objectifs qu'on se fixe, son état non seulement clinique mais anatomique, et l'ensemble des objectifs qui vont être fixés en fonction des éléments que je viens de vous citer, c'est-à-dire son âge, son état clinique et son état anatomique. C'est des choses qu'on voit peu, qu'on fait peu, et pourtant, quand le malade sort de l'hôpital ou de la clinique après avoir été revascularisé, qu'il va voir son cardiologue traitant, c'est probablement la feuille de route qui est déterminée par les gens qui ont pris en charge le patient au moment de sa revascularisation. C'est donc vraiment un acte majeur. Et autour de cet acte, il y a un certain nombre d'éléments dans un système où la rééducation n'existe quasiment pas et où l'éducation thérapeutique n'existe carrément pas. Le rôle du cardiologue pour suivre le patient en post-revascularisation n'en est que plus complexe. Et donc, il y a un tas de sujets comme le syndrome anxio-dépressif, comme l'explication au patient de son état et des objectifs à atteindre, etc., détaillés, vont être complexes. Et le cardiologue qui doit recevoir un patient comme ça, s'il veut vraiment être exhaustif, doit passer au moins 1 heure avec son patient pour lui expliquer l'ensemble de ces éléments, commencer déjà par lui expliquer sa maladie, alors que nous, on a le défaut souvent de lui dire, écoutez, voilà, vous aviez une artère bouchée, on l'a débouchée, ça va très bien, tout va bien se passer. Donc c'est l'ensemble de ces éléments qui rendent difficile l'évaluation des patients ensuite. L'autre élément, c'est qu'il n'y a aucune donnée factuelle qui compare des stratégies de suivi de patients post-revascularisation. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Il n'y a aucune étude qui a été, parce qu'elles sont complexes, parce que les éléments à évaluer sont énormes et parce que, donc, comparer des stratégies de suivi de patients apparaissent très, très complexes. Alors, quels sont les événements qu'on doit surveiller? Eh bien, voilà, la liste est là, la thrombose de stent, l'arosténose, la progression de la maladie athéromateuse, les événements intercurrents, l'infection survenue d'une chirurgie, etc., les effets secondaires des médications et leur observance, et l'éventuelle acutisation de la maladie. Les thromboses de stent, phénomène dont on parle beaucoup, mais qui, dans la réalité, s'est amoindri ces dernières années, depuis une décennie. On est globalement à moins de 1% de thrombose de stent, avec une survenue qui est en général très précoce, c'est-à-dire durant la première semaine. On connaît les facteurs qui charrient la thrombose de stent. Toutes celles qui sont précoces, on peut soit les éviter, parfois on ne peut pas, hein, ou au moins les signaler. C'est-à-dire quand on finit une angioplastie avec un résultat qui n'est pas optimal à nos yeux, parce que, je ne sais pas, on n'a pas utilisé du rotablator pour une lésion calcifiée, que le stent n'est pas très très bien ouvert, etc. Il est de notre devoir de le signaler parce que c'est un élément qui permettra au cardiologue ensuite de gérer la thérapeutique antithrombotique,
de gérer la surveillance du patient, sachant qu'il a plus de chances de thromboser ou de resténoser qu'un élément parfait. Le reste, c'est connu. Il y a effectivement une période, 7 jours, en général sur les 30, où ça survient. Les late sont beaucoup plus rares et les tardives sont un peu plus fréquentes, mais ça reste dans des domaines tout à fait, je vous ai dit, c'est moins de 1%. L'illustration de l'impact clinique et donc thérapeutique de ce que je viens de vous dire, c'est que quand on regarde les patients qui ont arrêté de manière inopinée le traitement, la bithérapie antiaérienne plaquettaire ou l'un des deux médicaments, etc., il n'y a d'impact significatif, je ne parle pas d'un patient, mais sur une population de patients, que si cette interruption s'est passée la première semaine. Et que l'impact plus tard devient moins important, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas accordé d'importance à ça, mais c'est l'un des éléments qu'on doit avoir en tête. La rosténose, ça a suivi à peu près le même chemin, avec l'arrivée des stents actifs, etc. On a réduit de manière majeure la rosténose, plus que divisé par deux. Je vous parle ici de rosténose angiographique. On est actuellement aux alentours de 12% dans les études qui ont contrôlé de manière angiographique et systématique les malades qui ont reçu des stents actifs de deuxième ou troisième génération. En réalité, quand on parle de rosténose angiographique à 12%, quand on regarde la rosténose qu'on appelle clinique, c'est-à-dire celle qui va entraîner des événements cliniques qui vont emmener les patients en salle de coronarographie, on est sur des chiffres qui sont beaucoup plus bas, ils sont aux alentours de 5 à 8%, avec une moyenne à 6 à 7%. Donc là aussi, c'est un phénomène qui a eu tendance à régresser ces dernières années. Et il y a des prédicteurs qui sont connus, hein, l'âge, les femmes rosténose plus, le diabétique, c'est du classique, c'est-à-dire plus les malades cliniquement ou anatomiquement sont complexes, et plus le risque de rosténose est un peu élevé, en sachant que ça n'est plus le challenge majeur de l'angioplastie coronaire. Alors, les éléments thrombose de stent et rosténose peuvent se retrouver dans certaines thromboses de stent tardives, parce que ça peut être soit une rosténose qui aboutit à une réduction du flux tel qu'on aboutit à la thrombose, ou une rosténose liée à l'athérome, tout simplement, qui se développe. C'est des choses qu'on ne savait pas. L'imagerie a permis de le découvrir ces dernières années, depuis un peu plus de 10 ans. On peut avoir de l'athérome avec des plaques vulnérables, comme celle dont parlait le docteur Hitaoui tout à l'heure, à l'intérieur même des stents, et donc elles peuvent effectivement rompre et entraîner des occlusions. Tout à l'heure, on vous a parlé de l'étude prospecte. Pourquoi l'étude prospecte a un intérêt? Parce qu'elle nous donne une idée de la population à laquelle on a affaire. C'est des gens qui ont été revascularisés dans le cadre d'un syndrome coronaire aigu. Ils ont tous eu de l'imagerie AIVU, c'est un autre type d'imagerie qui s'appelle le Near Infrared Streptoscopy, dans le but d'objectiver non seulement, on ne se limite pas à la sténose, mais les caractéristiques de la plaque avec la fameuse plaque vulnérable, etc. Ce qui nous intéresse, c'est que globalement, à 4 ans, chez les patients qui ont été revascularisés post-ACS, probablement un peu moins, 13% d'entre eux vont présenter un événement cardiovasculaire. Ce n'est pas beaucoup sur 4 ans. Et 8% d'entre eux, c'est-à-dire la majorité, ce n'est pas la lésion qu'on a dilatée qui va parler, mais c'est l'évolution de la maladie sur d'autres artères qui vont parler. Ça veut dire que ce qu'on doit surveiller, ce n'est pas seulement rester omnibulé par l'artère qui a été stentée, mais surveiller surtout l'évolution de la pathologie athéromateuse en général. C'est elle qui va produire plus d'événements cardiovasculaires que l'artère cible qu'on a utilisée. Vous voyez en bas 4%, parce que dans cette étude, il y a eu une intervention à l'époque. Dans cette étude, ils avaient mis des stents biorésorbables sur des plaques qui n'étaient pas significatives et qui étaient considérées comme étant vulnérables. Et donc c'est 4% sur l'artère cible, 8% la maladie athéromateuse globale et 13% d'événements sur 4 ans. Donc on n'est pas à surveiller le lait sur le feu dans le cadre des patients revascularisés de syndrome coronaire chronique. Ça, c'est les caractéristiques des plaques sur le plan de l'imagerie. Pour l'instant, ça a un intérêt tout à fait juste clinique. À ce jour, c'est probablement l'avenir qui va être... Parce qu'en termes de prédiction, on est très mauvais hein, en angiographie coronaire. L'avenir, c'est probablement trouver quels sont les éléments à rapporter à la plaque, mais qui seront des choses qu'on pourra faire de manière substantielle, c'est-à-dire est-ce que la biologie, par exemple l'inflammation, est-ce que des éléments biologiques, etc., peuvent nous permettre de détecter ces malades qui ont des plaques vulnérables. C'est le fameux concept du patient vulnérable et non de la plaque vulnérable. Alors, ce que j'ai trouvé comme... Parce que quand on regarde les recommandations sur les patients revascularisés à suivre, elles sont éparses.
il n'y a pas de recommandation dédiée spécifiquement, on va les retrouver dans le syndrome coronaire chronique. C'est des cas, c'est des sous-groupes, le patient revascularisé. Mais l'HAS a fourni l'an dernier un document assez cossu d'ailleurs, où elle donne les grandes lignes basées sur les études et les recommandations de comment doit-on suivre un patient qui est revascularisé. À 1 an, c'est la première année, 2 consultations de cardiologie la première année. En général, la première a lieu à 1 mois ou 1 mois et demi. Alors l'idée, c'est quoi? C'est de faire une ordonnance de sortie juste de 1 mois, de façon à ce que le patient aille voir son cardiologue, qui au bout d'1 mois va revoir le traitement, etc. En général, ce qui sous-tend l'ensemble de ces contrôles, vous allez le voir à la fin, c'est la bithérapie antiagrégante plaquettaire. C'est-à-dire, est-ce qu'à 1 mois, on va réduire, alors certains d'entre nous, pour des raisons mystiques, ou je ne sais pas, donnent 2 comprimés, moi j'en fais partie, 2 comprimés de Plavix le premier mois, etc. etc. Et donc c'est le mois où on passe à un seul comprimé. Et les examens échographiques, la recherche d'une ischémie, la fonction ventriculaire gauche, etc., dans cette période-là, c'est uniquement des références qu'on va avoir pour pouvoir suivre les patients. Il n'y a aucune pertinence diagnostique ou pronostique pour les patients. C'est uniquement si on a envie d'avoir une référence pour le suivi du patient. On n'aura par exemple pas besoin de référence échographique chez un patient qui est sorti avec une fonction ventriculaire gauche normale. Un patient qui avait une fonction ventriculaire gauche dégradée, on peut imaginer qu'à 8 ou à 12 semaines, refaire une échographie, on pourrait voir s'il a récupéré sur la zone qui a été revascularisée, etc. On a une nouvelle référence pour pouvoir le suivre des années ensuite. Et donc, ce qu'on faisait, ce qui se fait encore, etc., en réalité ne tient pas à grand-chose. C'est-à-dire le fait de revoir un patient à 1 mois, de lui refaire tous les examens, et le revoir ensuite à 3 mois, et le refaire tous les examens. Hier, j'ai sondé un peu quelques jeunes collègues, etc., qui me disaient que les coronariens, après revascularisation, ils les voyaient tous les 3 mois. En fait, ça n'est absolument pas validé. Alors, au-delà d'1 an, on va voir qui sont les patients asymptomatiques versus les patients symptomatiques. Alors, l'asymptomatique, c'est une consultation par an, pas plus. Évidemment, les facteurs de risque, etc., je ne vais pas vous répéter ce qu'on vous répète éternellement avec l'atteinte des objectifs. C'est juste un électro. La biologie, c'est uniquement tous les 2 ans. Ce n'est pas tous les 6 mois, comme on le voit fréquemment. Et l'échographie et le test d'effort, c'est à peine 3 à 5 ans. Tout à l'heure, Martine nous a expliqué pourquoi l'épreuve d'effort a été dégradée dans le diagnostic. Et elle a été dégradée aussi dans le suivi pour les mêmes raisons. Il y a une pertinence clinique qui n'est pas suffisante et qui va nous entraîner souvent à consommer plus des examens. Je sais que Ahmed n'était pas d'accord, mais ça va nous emmener à consommer de l'imagerie, ça va nous emmener à consommer de la coronarographie, etc. Toujours les patients, maintenant les patients symptomatiques, la première chose à faire en général, c'est ne pas se précipiter sur la choro si évidemment le symptôme clinique n'est pas un symptôme instable, vérifier l'adhésion thérapeutique, optimiser le traitement d'abord avant d'avoir recours à des tests d'ischémie ou à la coronarographie. Pourquoi la coronarographie? Je reviens à ma lettre de sortie. J'ai dilaté un patient d'un tronc commun, calcifié, avec un rotablator, je lui ai mis 3 stents, il est diabétique. Il refait une douleur, il est évident qu'il faut aller à la coronarographie tout de suite. J'ai fait une marginale avec un stent de 3,5 sur 8 chez un patient qui n'est pas diabétique. Il a une douleur, je ne vais pas me précipiter à l'envoyer à la coronarographie tout de suite. Je vais voir s'il prend ses médicaments, je vais éventuellement lui faire un test d'ischémie avant de l'emmener à la coronarographie. Donc c'est le bon sens qui va nous permettre de suivre. Et ce tableau résume bien ce que je viens de vous dire. Vous voyez, ce qui est vert, c'est par exemple les consultations qui sont conseillées, je dis bien, et non pas ce qu'on doit faire qui est conseillé et qui n'est pas imposé. Ce qui est en gris, c'est très très optionnel. Et ce qui apparaît en jaune et en rouge, c'est les moments où on doit soit décider de la bithérapie antiagrégante plaquettaire, qu'est-ce qu'on doit mettre en place, ou en rouge, ce qu'on va modifier, l'arrêter, la poursuivre, réduire, etc., etc. Donc, en général, quand on regarde, en dehors des symptômes cliniques, le suivi d'un patient coronarien revascularisé va être basé sur, globalement, la gestion de la bithérapie antiagrégante plaquettaire. Ça paraît réducteur, ce n'est pas, voilà, pas flatteur, mais c'est la réalité. Alors, le test d'effort, on vient d'en parler, je vous ai dit, ce n'est pas validé, et ce n'est pas validé même chez les patients à risque. Et
les Américains et les Européens, les recommandations concordent, il n'y a pas de place réelle. Par contre, ce que vous pouvez imaginer faire, c'est un patient qui a été revascularisé, qui a gardé, on a revascularisé une artère, il a un lit d'aval de la coronaire droite qui n'est pas bien, il a un lit d'aval de la marginale qui n'est pas bien. Lui faire une épreuve d'effort à 12 semaines permet d'avoir, on connaît son état anatomique, on va lui faire une épreuve d'effort, on va savoir quelles sont ses capacités d'effort, et ça permet d'avoir un élément de comparaison si jamais, dans 2 ou 3 ans, vous avez besoin de le réévaluer. Alors, c'est l'imagerie. Alors là aussi, vous avez vu, c'est 3-5 ans. Évidemment qu'il y a des cas particuliers. Un chauffeur d'autobus, un pilote d'avion, il y a certains métiers exposés pour lesquels probablement on est appelé à faire des tests ischémiques avec de l'imagerie de manière, pourquoi? Parce qu'il y a une responsabilité de masse, etc. Globalement, l'écho de stress, elle permet d'identifier les sujets à risque d'événements cardiovasculaires. C'est le fameux cutoff à 10% et qui a un impact à peu près de 2% en termes d'événements. 10% de myocarde qui correspond à peu près à 2% d'événements. Vous voyez, on est dans des chiffres qui ne sont pas majeurs. Alors, il faut savoir qu'un sujet non diabétique avec une fonction ventriculaire gauche quasi normale et une capacité d'exercice quasi normale est un sujet à très faible risque chez lequel les tests d'ischémie avec imagerie doivent être faits vraiment tous les 5 ans, quoi, pas plus. Alors, la chirurgie, là aussi, on a tendance, un coronarien revascularisé, dès qu'il doit avoir une chirurgie, je parle, il a pris ses antiagrégants plaquettaires, il a pris 6 mois, on est tranquille, et il doit avoir une chirurgie. On a tendance à faire 1000 et une choses. Un simple fichier de renseignement bien fait, et surtout une capacité d'effort à 2 étages asymptomatique, vous permet normalement d'adresser à la chirurgie extracardiaque la quasi-majorité des patients. Ce n'est qu'en dehors de ces critères-là, surtout s'il y a une capacité physique qui est altérée, que des examens d'imagerie, etc., pourront être faits. Je ne vais pas vous embêter avec quand il faut arrêter tel médicament, tel médicament, tel médicament. Internet, Sam, réveille-toi. Internet vous permettra de retrouver ça sans aucun souci. La bithérapie antiagrégante plaquettaire, tout à l'heure, le docteur Hattaoui en a parlé. Elle est maintenant personnalisée et évolutive. Et c'est pour ça que je reviens à ça. Il est fondamental de bien connaître l'état anatomique de nos patients quand on veut gérer. Je vous ai dit, les malades ne sont pas les mêmes. Les malades revascularisés ne sont pas les mêmes. Et donc, notre attitude classique des 6 mois, des 12 mois, des 3 mois, avec les précises DAPT et le DAPT score, etc., vont être modulées par l'état anatomique coronaire qu'on a la chance de connaître à la sortie des patients. Il faut savoir que quelqu'un s'est amusé à calculer le nombre de combinaisons possibles entre antiagrégants plaquettaires, anticoagulants, durée, cessation et pas cessation, c'est 2,8 millions de possibilités. Ce n'est pas 51 nuances de gris, c'est 2,8 millions. Donc on est dans une situation où les informations sont énormes et où la simplification ne peut passer que par le bon sens. C'est-à-dire que vous avez ce gros schéma, on sait globalement, voilà, risque hémorragique, risque ischémique, et ensuite on gère ça en fonction des... Ce qui est important, c'est de savoir que c'est quelque chose qu'il faut réévaluer à chaque visite, c'est-à-dire tous les ans. Il va falloir réévaluer ça. Pourquoi? Parce que les critères qui déterminent les scores qu'on utilise au départ vont évoluer. Les patients vont évoluer, ne serait-ce que l'âge, par exemple, va se modifier au décours du suivi. Les conditions générales de ces patients vont être modifiées et vont donc entraîner une réévaluation de cette thérapeutique. Alors, pour ne pas être redondant avec ce qui a été dit, moi, ça fait longtemps que je suis très intéressé par l'éviction de l'aspirine. Moi, je pense que l'aspirine est toxique. Et Martine rigole, parce qu'on en a déjà parlé plusieurs fois. Et que c'est notre totem. L'aspirine chez le coronarien, chez nous, c'est quelque chose qui ne peut pas bouger, mais de plus en plus d'éléments apparaissent dans les études qui nous permettent d'imaginer qu'à l'avenir, on pourrait laisser des patients sous thiénopyridine et non pas sous aspirine. Juste une méta-analyse de 5 études que vous avez ici, qui a étudié la sécurité, c'est-à-dire en termes d'hémorragie. Il est évident que quand on arrête l'aspirine et qu'on poursuit avec une thiénopyridine seule, que ce soit le clopidogrel ou le ticagrelor, on réduit les hémorragies. Et on n'impacte pas, sur ces 5 études, on n'impacte pas l'ischémie. Alors c'est quoi? C'est la gastrotoxicité de l'aspirine, le fait qu'on travaille probablement mieux en salle de cathé,
Et donc la tendance actuelle de réduction de la durée de la DAP, déjà moins de 3 mois, ainsi que le remplacement de l'aspirine par un inhibiteur de la P2Y12 pour le traitement secondaire, repose sur des éléments qui sont factuels. La réalité, c'est qu'on finit toujours par dire « restons prudents », parce qu'il faut personnaliser les stratégies antithrombotiques et réévaluer leurs effets secondaires, etc. Le switching non guidé, il y a un véritable problème économique ici pour laisser des patients sous Brilique pendant... Tu veux que je conclue? Ouais. Celui qui a fait une demi-heure, il me demande de conclure maintenant. Vraiment, c'est incroyable. Je plaisante. Je vais vite conclure. C'est juste, ça, à mon sens, c'est important, c'est un véritable problème. On fait des malades parfois complexes chez lesquels on met du Brilique à la sortie. Économiquement, ils ne peuvent pas. On peut switcher au bout d'un mois sans trop de soucis, c'est-à-dire on les laisse sous Brilique pendant un mois et ensuite on repasse à la bithérapie classique. Le traitement hypolipémiant, les anti-inflammatoires, c'est-à-dire essentiellement la colchicine, il faut y penser, hein, c'est des nouvelles pistes pour la prise en charge de nos patients. En pratique, le suivi post-stent, il doit inclure une première visite précoce à 2 mois, une deuxième à 6 mois, et ensuite un suivi annuel. Il doit être ciblé sur la recherche des nouveaux symptômes, d'une cardiopathie ischémique évolutive et sur le contrôle des facteurs de risque. Les tests d'ischémie, vous avez vu, ce n'est pas un élément majeur où ils ne peuvent être que ponctuels ou alors, surtout les 2 premières années, il ne faut pas les faire de manière systématique. La double antiagrégation plaquettaire, on en a parlé. Et surtout, retenir que le traitement n'est pas figé. Il doit être adapté à chaque consultation, il est personnalisé et non systématique. Je vous remercie. Merci, Dr Bouhalem. Tu nous as habitués à d'excellentes présentations. Peut-être qu'on va te critiquer sur le bilan biologique tous les 2 ans. On a de plus en plus des patients âgés, fragiles, polymédicamentés. Le fait de prescrire les statines, la double antiagrégation plaquettaire, il faut bien surveiller la fonction hépatique et la fonction rénale, la numération en formule sanguine.